Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mwenjo. Nous allons parler du VIH avec l'organisation de la 3e journée du sida chez nous en septembre dernier. Un événement qui a réuni des spécialistes locaux, régionaux et nationaux. Ils sont parmi nous. Et pour la première fois, un virologue est intervenu notamment pour évoquer la place du dépistage dans la problématique du sida. Il s'agit du professeur Jean-Claude Tardy. Bonsoir. Bonsoir. Il est virologue au CHU Croix-Rousse de Lyon. Le docteur Catherine Go est avec nous du CHU de la Réunion. Elle est responsable du service chargé des séropositifs à l'hôpital Félix-Guillon. Aurélie Devanne est aussi parmi nous. Elle est sage-femme au PMI de Mayotte, ainsi que Monsef Moudouar de l'association Narikem Sada, une association qui prend en charge les personnes vivant avec le VIH à Mayotte. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de participer ce soir à ces débats. Mais avant de discuter avec nos invités, je vais vous parler de la question du sida, qui est une question très méconnue à Mayotte. On ne meurt plus du sida à condition de se faire dépister à temps et de suivre très scrupuleusement les thérapies qui ont considérablement évolué ces dernières années. Alors, comment savoir avec certitude si on est séropositif ? Si on a un risque de développer ou non la maladie? Le seul moyen, c'est le dépistage, notamment au CDAG, le centre de dépistage anonyme et gratuit de Mamoudzou. Nous allons voir comment fonctionne ce centre, quel constat en matière de dépistage. Le point avec Hachim, Saïd Hachim et Bianca Carito. En 3 ans, le centre de dépistage anonyme et gratuit a connu des évolutions, notamment au niveau du nombre de patients dépistés. 950 personnes en 2009 contre 2500 patients aujourd'hui. Une évolution quantitative importante, souligne le médecin-chef des actions de santé publique. Une nouvelle gouvernance qui a apporté une stabilisation du personnel. Actuellement, le service compte un médecin, un infirmier et 3 autres demi-postes de professionnels de santé. Ce service reçoit 600 000 € par an, une dotation pour le dépistage d'environ 4 000 personnes, sauf que dans la réalité, seuls 2500 patients se font dépister par an, une dotation également amoindrie par d'autres soins médicaux pratiqués par le CDAG. Je crois qu'au niveau du dépistage, nous sommes déjà dans des actions où nous sortons de nos murs et je crois qu'il faut le faire encore plus, dynamiser encore plus le dépistage en allant au-devant du public. Pour le versus curatif, c'est vrai que sur Mayotte, il faut renforcer le versus curatif des soins. Sur l'île, le mode de transmission est hétérosexuel. Actuellement, 50% des personnes dépistées au CDAG ont moins de 24 ans. Il y a une proportion femmes-hommes à peu près équivalente et un patient sur 2 est originaire de la métropole ou de Mayotte. L'année dernière, on a dépisté 11 cas de sérologie positive, ce qui fait à peu près 8 pour 1000 tests que l'on fait, qui est dans les équivalences des normes nationales et même supérieures, puisque en métropole, ça peut être plutôt vers 4 patients sur 1000 tests faits. Le souci qu'on a par contre à Mayotte, c'est plutôt qu'il y a des patients qui ne viennent pas chercher leurs résultats. On est à 75% de nos patients qui viennent chercher les résultats contre 90% en métropole. Comme en métropole, il existe à Mayotte plusieurs systèmes destinés au dépistage du VIH. Le CDAG de Mayotte est l'un des partenaires. Toutefois, des personnes échappent au système. Les CDAG ne représentent que 10% à peu près des dépistages sur la France, et nous on est à peu près pareil. Les autres personnes qui viennent pas se dépister, c'est les femmes enceintes et les interruptions de grossesse qui sont déjà dépistées dans le cadre de leur suivi. Il y a les patients qui sont aussi dans les grosses entreprises, type l'hôpital de Mayotte tout simplement, ou le conseil général, et qui ont leur propre système de médecine du travail. Et sûrement une catégorie de femmes et d'hommes que l'on n'arrive pas à dépister parce qu'ils ne viennent ni chez nous ni dans aucun autre système de soins. Et peut-être aussi certains patients de la médecine libérale, assurés sociaux, qui ne savent peut-être pas que le dépistage est gratuit au niveau du système de soins si on est assuré social. Pour le CDAG, la sensibilisation sur la transmission du sida doit continuer. Le service se dit ouvert à toute demande extérieure, telle que l'éducation nationale ou les entreprises locales. Dans l'avenir, le CDAG veut amener la population à faire du dépistage ponctuel, plus particulièrement chez les hommes beaucoup plus réticents. Oui, docteur Catherine Go, vous connaissez très bien Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en ressort de cette journée ?
Beaucoup de choses, hein. C'est toujours très intéressant d'avoir l'ensemble des acteurs concernés. Je retiendrai plusieurs choses. Nous avons beaucoup parlé du secret médical qui s'applique à Mayotte comme ailleurs, de façon à ce que les patients puissent venir en toute confiance se faire dépister et traiter s'ils sont séropositifs. Nous avons aussi beaucoup parlé des traitements, du pronostic de l'infection. Et je voudrais d'emblée poser les choses. L'infection à VIH, c'était une maladie constamment mortelle. Et en histoire naturelle, si on n'est pas traité, cette maladie, elle demeure mortelle, à tous les coups, ça rate pas. Si on se fait dépister, en n'ayant pas honte de se faire dépister, mais en revendiquant de se faire dépister comme une personne responsable, et que l'on a accès à un système de soins bien fait, comme ici à Mayotte, on se sauve la vie. Et cela transforme cette maladie constamment mortelle en une infection chronique, je dis bien infection, je ne dis même pas maladie, compatible avec une vie normale. Je dis d'emblée qu'une femme, par exemple, séropositive, peut avoir des enfants non contaminés et que l'espérance de vie de quelqu'un de séropositif traité est identique à celle qu'il aurait eue s'il n'était pas séropositif. Voilà le tableau dressé. Si dans un monde idéal, on dépistait tous les gens dans le monde, et on les traitait correctement, il n'y aurait plus d'épidémie de sida sur le mode épidémique, il y aurait des petits cas sporadiques en à peu près 2040. L'enjeu personnel et de santé publique est majeur. Et par rapport à Mayotte, vous, les élus locaux, les pouvoirs publics ont été conviés hier, le jour de cette journée. Est-ce qu'ils sont assez sensibilisés ? Ils le sont, on peut dire jamais assez. Alors c'est vrai que la problématique du VIH n'est pas la seule problématique de santé à Mayotte, mais c'est une maladie qui est évitable parce qu'il faut se mettre dans des circonstances très particulières pour se contaminer. Il n'y a que 4 modes de contamination. Les relations sexuelles, ça c'est vraiment le gros de la troupe de l'épidémie mondiale. Je rappelle qu'il y a 34 millions de personnes qui sont contaminées dans le monde. Le sang, donc les usagers de drogue, c'est pas encore trop un problème ici, même s'il y a partout des usagers de drogue. Ça commence à venir. Ça commence dans tout l'océan Indien. Maurice, les Seychelles sont envahies avec la toxicomanie intraveineuse. Donc il faut beaucoup se méfier à Mayotte aussi. Donc le sang, ça peut être également des transfusions dans les pays en voie de développement où les transfusions ne sont pas sûres. C'est pas du tout le problème ici. Ensuite, vous avez la transmission qu'on appelle materno-fétale de la maman à son bébé. 20 à 30% de contamination entre la grossesse et l'accouchement, évitable pratiquement à 100%. Sauf vraiment accident rarissime, si l'on est parfaitement traité, si la maman fait bien tout ce qu'on lui demande, elle aura un enfant sain. Et l'allaitement, puisque par mois d'allaitement, le risque de contaminer son enfant augmente d'environ 1%. Donc c'est une contre-indication lorsqu'on est une femme séropositive, on doit donner un allaitement artificiel. Oui, Monsef, vous qui êtes dans ce combat depuis longtemps, avec notamment l'association Narikem Sada, quelle est vraiment aujourd'hui la situation à Mayotte ? On parle de 183 cas de séropositifs en gros. Pour vous, c'est un chiffre réel qui reflète la réalité ? La file active, les derniers chiffres du mois de septembre s'élèvent à 160 cas. Réellement suivi au CHM. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 160 séropositifs à Mayotte. Encore une fois, il y a des efforts à fournir encore en matière de dépistage. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a une prise en compte ? Une prise de conscience, qui se fait de plus en plus. Il y a une volonté manifeste des différents acteurs de travailler ensemble. Il faut qu'on arrive à coordonner tout ce petit monde pour faire avancer les choses. Oui, professeur, tout à l'heure on a entendu dans le reportage que c'est pas systématiquement, c'est pas un automatisme chez les usagers d'aller se faire dépister. Quelle est l'importance d'un dépistage ? Alors l'importance du dépistage, il est double. On sait déjà dans tous les coins du monde que sur 100 personnes infectées par ce virus, on n'en connaîtra que 70 ou 80. Donc il y a 20 à 30% des gens qui sont porteurs de ce virus qui n'ont pas été dépistés. Donc bien sûr qu'il faut aller les chercher, ces gens. Oui. Il faut aller les chercher pour eux, parce que plus ils seront pris en charge tôt, plus on aura
des chances de les traiter de manière extrêmement efficace. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, ils auront une qualité de vie qui sera excellente. Donc ils ne tomberont pas malades. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que ces 20 à 30% de personnes qui ignorent leur séropositivité sont responsables de 90% des nouvelles contaminations. C'est énorme. Donc il y a une dimension épidémique, il y a une dimension individuelle pour que la personne soit traitée et aille bien et vive normalement, et il y a une dimension aussi de transmission, et c'est le seul moyen, enfin pas seul moyen, je dis une bêtise, avec les moyens existants, bien sûr, de prévention comportementale et d'utilisation du préservatif, mais c'est un des moyens supplémentaires. Ça fait 1 an, 2 ans qu'on en parle, il n'y a pas très longtemps, mais c'est de traiter ces patients, mais pour les traiter, il faut d'abord les avoir dépistés pour qu'ils ne transmettent plus l'infection. Vous êtes chercheur et vous êtes très impliqué dans tout ce qui est question de recherche en matière de vaccins. On attend partout, ici et là, qu'il y a des vaccins qui sont testés. Qu'en est-il réellement ? Non, je ne suis vraiment pas un chercheur, je ne fais pas de la recherche sur la vaccination en particulier. Forcément, on est dedans. Depuis 25 ans ou 30 ans avec Catherine. Donc bien évidemment que tout ce qui touche le VIH, je dis bien tout, et pas seulement les aspects médicaux, loin de là, on s'y intéresse. Non, mon boulot en quelques secondes, c'est le suivi au laboratoire des personnes infectées par ce virus, puisqu'on a maintenant des moyens virologiques pour suivre l'efficacité des traitements, pour étudier éventuellement si le virus devient résistant au traitement. Mais en amont de ça, beaucoup de dépistages. Je fais dans mon laboratoire 40 000 dépistages par an, c'est 200 par jour à peu près. Pour répondre quand même, parce qu'on a quelques notions sur le vaccin, c'est pour le moment un échec cuisant. Alors il faut s'en inquiéter ? Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter, mais comme on dit depuis des années, il y a quand même un vaccin qui existe, c'est le préservatif. Merci. Vous travaillez beaucoup avec les femmes enceintes Aurélie de Vannes, mais aussi les mamans avec les bébés qui viennent en PMI. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien dans votre travail par rapport aux patientes qui viennent et qui sont des patientes séropositives ou non ? Quelles sont les inquiétudes qui en ressortent ? Alors, j'ai pas eu de cas particulier à m'occuper moi-même, et j'ai eu certaines de mes collègues qui, lors de la première prise de sang, on propose systématiquement aux mamans un dépistage pour le VIH. Donc, en règle générale, c'est toujours accepté. Parce que quand on explique aux mamans que si elles refusent, il y a quand même un risque de ne pas savoir quel est son statut sérologique, donc un risque de contamination potentielle pour le bébé. Donc si elle est prise en charge très tôt, il y a, comme Catherine Go le disait, il n'y a quasiment pas de risque de transmission. Donc déjà, la première partie du dépistage est en général bien acceptée. Et ensuite, c'est toujours l'inquiétude de savoir est-ce que le bébé ira bien, quelle va être l'espérance de vie, comment est-ce que je peux faire pour m'occuper de ce bébé. Mais en général, ça se passe très bien. La prise en charge Elle est quand même assez constante au niveau des PMI. Oui, vous vouliez intervenir ? Grande expérience, je suis beaucoup plus vieille des femmes séropositives enceintes, puisque j'ai une consultation spécialisée en fait sur ces femmes et sur les enfants à l'hôpital. Les mamans, c'est toujours la même problématique, c'est est-ce que j'ai le droit d'être mère ? Ça, c'est la première chose. Est-ce que, en étant une femme séropositive, d'abord souvent c'est est-ce que j'ai droit à la sexualité ? Ensuite, est-ce que j'ai droit d'être amoureuse ? Et parfois d'un homme séronégatif. Ensuite, c'est si je suis enceinte, est-ce que je ne vais pas contaminer mon bébé ? Et c'est la question pendant toute la grossesse. Et notre travail, c'est de les rassurer. Et puis, au moment de l'accouchement, il y a tout un processus pour que ces femmes ne risquent pas, parce que l'accouchement, c'est le moment de tous les dangers, de contaminer leur bébé. Et ensuite, il y a vraiment une prise en charge psychologique, un soutien de ces mamans qui ont une peur et une culpabilité terrible jusqu'au moment où elles apprennent, dans 99,9% des cas, que leur enfant n'est pas atteint. Et là, c'est un bonheur, mais merveilleux. Elles sont séropositives, elles ont donné naissance à un enfant normal. Et c'est un bonheur, mais extraordinaire. Et elles recommencent, parce que nos femmes séropositives, elles font 2, 3, parfois 4 bébés, tous sains.
Oui, Monsef, il était question il y a 3 ans, quand on en avait un peu discuté aussi, des personnes qui étaient un peu perdues de vue, des personnes qui étaient dans la file active et qui à un moment donné étaient perdues de vue. Quelle est la situation réellement aujourd'hui à Mayotte et est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces disparitions de patients suivis? Le problème de perdu de vue, effectivement, bien qu'il ne soit pas spécifique à Mayotte, persiste toujours. Il y a toujours des perdus de vue. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à voir chez nous ici, c'est quel dispositif on met en place pour voir comment on peut récupérer ces perdus de vue. Catherine Go en parlait lors de la 3e journée le mois dernier. Il y a un dispositif, il y a un moyen avec les différents partenaires, qu'ils soient associatifs ou autres, mais pour cela, il faut que les uns et les autres, on en revient à cette histoire de coordination, il faut que les différents acteurs concernés s'assoient autour d'une table, réfléchissent et définissent un protocole ou une politique en même temps de suivi et de prévention. En quelque sorte, on développera tout à l'heure, mais il était aussi question plus de 60% des personnes dépistées sont des femmes, souvent c'est des femmes enceintes, et les hommes dans tout ça, les hommes. Les hommes, comme je le dis souvent, nous sommes le maillon faible de ce dispositif. Nous sommes toujours aussi réticents à aller se faire dépister. Et je le dis aussi souvent, j'ai l'impression que les hommes, on s'installe dans une espèce de ce que j'appelle moi la santé matrilocale. Ou matriarcale, puisque on attend que ce soit la femme qui aille se faire dépister et on attend de voir les réactions et se dire que elle dit rien, donc c'est bon, j'ai rien. Oui, mais parfois quand c'est le cas, on l'a vu dans le témoignage qu'on a eu en 2009, quand c'est le cas même, ils vont pas non plus aller faire le dépistage, ils n'y vont pas, malgré le fait qu'ils connaissent, ils savent qu'il y a un couple hétéro, malgré la découverte du virus dans le couple. En effet, et c'est ce qui nous inquiète de plus en plus parce que effectivement les hommes prennent la poudre d'escampette. Ça a été évoqué aussi lors de cette journée, c'était le médecin référent, le docteur Lindberger, qui disait effectivement que c'est souvent que dans la cohorte des patients qu'elle suit, un couple, un mari et une femme viennent là, mais sans savoir que l'autre vient là. Donc nous sommes dans des situations où mari et femme vivent dans la même maison, partagent le même lit, sont séropositifs tous les deux, se font suivre, mais séparément, personne ne sait aucun des deux. Il n'y en a aucun qui avoue sa séropositivité à l'autre. Donc ce tabou-là est très fort à Mayotte et bien sûr que c'est inquiétant. Docteur Catherine Go, est-ce spécifique à Mayotte ce genre de... Alors, les hommes et les femmes qui ne se disent pas leur statut, parce que je l'ai effectivement constaté lorsque je fais des consultations avancées, c'est quand même un peu particulier à Mayotte. Mais il faut se dire que partout où cette maladie porte le poids de la discrimination, de la stigmatisation, et s'il y a des perdus de vue, s'il y a des gens qui ne révèlent pas leur statut, s'il y a des gens qui ne viennent pas se faire dépister, il faut se poser la question. En gros, les gens savent à peu près que voilà, le pronostic s'est amélioré, que le traitement est utile. Mais entre ce que l'on sait intellectuellement et les émotions que l'on ressent, les peurs que l'on a, ça n'est pas du type du raisonnement, tout ça, c'est pas le cortex qui fait ça, c'est en dessous, quoi. C'est vraiment ce qui est du système des émotions. Eh bien, il y a une très très grande différence. Donc, comment lutter contre ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et lutter contre ça, ça commence par ce que nous sommes en train de faire. Informer les gens, leur dire ce qui est la réalité, aller à leur proximité, en face à face avec les associations ou avec les acteurs de santé, expliquer, réexpliquer. Vous savez, l'enseignement, ça rend très très humble. Le temps que ça rentre et ne jamais renoncer, ne pas désespérer. Ça, c'est très important. Ce que vous vivez à Mayotte, on le vit dans tous les pays. Nous l'avons vécu à La Réunion. Mais petit à petit, les choses s'améliorent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi se souvenir que la chose essentielle, c'est de lutter contre les idées reçues. À Maurice, je dis souvent, mais il y a une publicité, une campagne qui avait été faite qui dit la vérité scientifique, c'est-à-dire ce n'est pas le virus qui me tue, mais c'est votre regard.
On en parlera tout à l'heure du regard et du poids de la société, notamment ici, qui est particulier chez nous. Professeur, vous, on a parlé du dépistage, on a parlé de comment il faut faire pour encourager les gens à aller se faire dépister, mais est-ce que il y a deux types de sida normalement? Est-ce que à Mayotte, c'est lequel qui existe, ou quelle est la différence entre les deux types? De type de virus. De virus, voilà, de virus. Oui, en effet, il y a le VIH1 et le VIH2 qui ont été identifiés respectivement en 83 et en 86. Il y a très peu. Le VIH2 dans le monde entier, c'est extrêmement faible, sa prévalence est extrêmement faible, et c'est essentiellement l'Afrique de l'Ouest. Et parmi les pays européens, c'est le Portugal, suivi de la France. Mais c'est 1 à 2% des infections mondiales. Et c'est globalement un virus moins dangereux que le VIH1. Merci. Mais il faut simplement, bien évidemment, que les tests, ce qui est le cas depuis des années, y compris les tests rapides dont on parlera tout à l'heure, dépistent ces deux agents responsables. Maintenant, nous allons parler de la politique de prévention. Le sida reste l'une des principales problématiques de santé publique dans le monde, particulièrement dans les pays en développement. Il s'agit d'une mission régalienne de l'État qui élabore et réalise des actions de prévention avec tous les partenaires de santé publique. À Mayotte, le nombre de séropositifs augmente comme ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, avec plus d'une vingtaine de nouveaux cas depuis l'année dernière. Comment ralentir la progression de ce virus? Y a-t-il une réelle volonté politique de lutter contre la propagation du VIH à Mayotte? Hachim Saïd Hachim et Bianca Caruto se sont rendus à cette journée consacrée au sida à Mayotte où les pouvoirs publics étaient très peu représentés. Dans l'hémicycle du Conseil général, l'absence des élus locaux n'est pas passée inaperçue. Pour les organisations de lutte contre le VIH-Sida, les politiques doivent s'investir sérieusement dans la lutte contre ce fléau. La prévention du sida, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste l'affaire de l'État et du Conseil général de Mayotte, mais il faut que les élus locaux, les communes s'approprient aussi cette problématique, puisque ce sont eux qui sont au plus près de la population. Et c'est dans une concertation commune qu'on arrivera à faire reculer la problématique du sida à Mayotte. Pour mener des actions de sensibilisation et toucher la population, il faut que les élus locaux soient porteurs du message, pense le deuxième vice-président du Conseil général. Le Conseil général doit changer de méthode, le Conseil général doit être plus près de la population, doit écouter les doléances des partenaires et des acteurs dans tous les domaines afin de pouvoir les divulguer d'une manière réaliste et très professionnelle. À l'occasion de la 3e journée SIDA Mayotte, le Conseil général s'engage à accueillir très prochainement les acteurs qui œuvrent dans l'action sanitaire pour élaborer ensemble des plans d'action reflétant la réalité locale. Monsef Moudouar, vous y étiez, vous, à cette journée. C'est le constat que vous faites? Oui, en effet. Pardon, mais je tiens à signaler quand même, à souligner quand même une avancée majeure. C'est que c'est bien la première fois que les politiques de ce pays se sont affichés et se sont exprimés sur cette problématique. Pour moi, c'est une reconnaissance officielle. C'est déjà un premier pas et qui est très important. Certes, les élus locaux n'ont pas répondu présent à cette journée, mais je ne désespère pas. Je relance encore le message. Le sida, c'est l'affaire de tous. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un enjeu politique et économique. En effet, ce sont des missions régaliennes qui reviennent à l'État, mais moi je dis qu'il ne faut pas que tout le monde se repose sur l'État. Encore une fois, c'est l'affaire de tous. Je l'ai dit dans le sujet tout à l'heure, il faut que les communes
les différentes communes de Mayotte s'approprient cette problématique parce qu'on est en train de parler de la population, on est en train de parler de santé publique et encore une fois, ce sont ces élus-là qui sont au plus près de la population et il faut que ces élus-là, les différentes communes, s'appuient aussi sur les différentes associations et d'autres acteurs communales. Voilà. Oui, vous, Catherine Go, docteur Catherine Go, vous êtes vice-présidente de la région Réunion. Comment ça se passe chez vous ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'en France, il y a un plan national VIH-Sida 2010-2014 et il y a un volet spécial pour les DOM et les TOM. Et Mayotte est dans ce programme avec une feuille de route clairement tracée. Donc normalement, c'est cette feuille de route qui doit être suivie. Ensuite, ce que je dirais, c'est que bien sûr que les politiques doivent être fortement impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle les élus contre le sida, qui est une association nationale qui est dirigée par Jean-Luc Romero, présidée par Jean-Luc Romero, qui a fait un certain nombre d'actions. Les politiques, hier, moi, j'ai trouvé, au mois de septembre, j'ai trouvé qu'ils étaient très impliqués, puisque le vice-président du Conseil général est resté pratiquement toute la journée. Donc, si vous voulez, il a fait acte de présence, il n'est pas venu faire le discours inaugural, il est resté, il a participé. Et le sénateur, bon, à ce moment-là, c'était le vote de la loi sur la vie chère en Outre-mer, donc vous imaginez bien qu'il était à Paris, mais il a écrit un discours qui a été lu. C'est pas mal comme engagement politique quand même. C'est un beau début, on peut dire. C'est un beau début. Oui, alors vous qui travaillez dans les PMI sont dans les communes, comment ça se passe avec la population locale et par rapport à la relation hôpital et commune? Alors c'est vrai que les PMI, il y a 22 PMI à Mayotte, donc c'est quand même un des premiers accès, des premiers accès aux soins des femmes, c'est que l'accès pour les femmes en fait. Après le dépistage, on avait le travail qui nous avait été demandé par l'association. On a quand même souligné quelques problèmes, un manque de prévention. Des problèmes de secret professionnel, on en a longuement débattu lors de la journée au mois de septembre. Le problème de secret professionnel, dans quel sens ? Alors, il est vrai qu'il fallait quand même ressouligner pendant cette journée que divulguer une information, qu'elle soit médicale ou qu'on ne soit pas forcément du professionnel médical, qu'on soit à l'accueil ou à l'hôpital pour distribuer des repas par exemple, c'est interdit. On n'a pas le droit de parler de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend pendant son travail. Et on a longuement aussi débattu sur le problème du carnet de santé, puisque énormément d'informations sont notées dans ce carnet de santé. Donc je crois qu'il faut quand même... il va falloir qu'on se mette autour de la table, comme mon chef le disait, rediscuter nos pratiques, réfléchir à une prise en charge qui soit la meilleure possible pour pouvoir informer encore plus nos patients. C'est aussi peut-être lié au fait qu'il n'y ait pas encore de fichiers, on va dire, informatiques généralisés au niveau de Mayotte. Alors ça peut être une solution, oui, tout à fait. Il était important de soulever cette question-là parce que à Mayotte, le principal frein évoqué par les gens pour ne pas aller se faire dépister, c'est entre autres cette notion de confidentialité où les gens n'ont pas confiance. Donc je pense qu'il était important que les différents acteurs concernés, les différents professionnels concernés débattent de ce sujet-là pour que le cas échéant, tout le monde se mette d'accord, encore une fois, sur un protocole, histoire de rassurer la population et leur donner suffisamment de garanties pour les pousser à aller se faire dépister. Ou par rapport aux structures, notamment en discutant beaucoup avec les gens, la réticence vient du fait que parfois les endroits où les gens peuvent aller se faire dépister sont trop exposés ou c'est mélangé avec d'autres services, ce qui fait qu'ils n'ont pas le courage d'affronter tout par rapport par exemple au CDAG.
Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est le message qu'il va falloir envoyer à la population pour leur dire que leur confidentialité est garantie, leur anonymat est garanti et qu'il n'y a rien à craindre. Vous parliez de dispositifs tout à l'heure et je céderai la parole au docteur Catherine Go puisqu'elle nous a parlé aussi de ce système de fichiers partagés qui est pratiqué ailleurs. Mais elle en parlera. Oui, enfin nous avons des dossiers informatisés pour suivre nos patients, mais ce que je voulais dire, c'est que puisque nous parlons de politique il y a un instant et concernant cette offre de dépistage, il y a eu de façon très claire une directive gouvernementale, c'est passé au journal officiel, qui dit qu'il faut élargir l'offre de dépistage. On sait très bien que dans les CDAG, il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas venir. Donc les médecins libéraux tests peuvent aussi encourager. Doivent être faits exactement, vous avez raison, chez les médecins libéraux, dans les dispensaires, et depuis donc 2010, il y a la possibilité pour les associatifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout médecins, à condition qu'ils aient une formation à l'annonce, à condition qu'ils aient une formation à l'hygiène. C'est pas évident de savoir ce qu'on fait avec le truc sur lequel il y a le sang quand on se retrouve avec. Bon, si cette formation est faite et que l'association est agréée, et j'espère bien que ça va avoir lieu à Mayotte, eh bien en proximité, entre personnes tout à fait anonymes et de façon anonyme et gratuite, les associations peuvent et pourront, je l'espère à Mayotte, faire des tests également au plus près de la population. C'est les tests avec le fameux système TROD, là, les tests rapides. Docteur, vous pouvez nous parler un peu plus de ces TROD ? Oui, Catherine a déjà dit beaucoup de choses. Donc oui, ça date de... Vous savez, le dépistage, il a commencé en 85. Et pendant 25 ans, le dépistage était dans les mains uniquement du monde médical, à l'hôpital, en ville, dans les CDAG, et tous ces gens ont travaillé remarquablement bien. Mais ça ne suffisait pas. Comme je vous le disais au début de cette émission, 20 à 30% des personnes ignorent leur séropositivité parce qu'ils n'ont pas été, pour plein de raisons qui ont été évoquées ici, se faire dépister. Et donc devant ce constat, 25 ans après, en 2010, eh bien, le ministère de la Santé, sur la base de plusieurs études qui avaient été réalisées, des études un peu pilotes à droite à gauche, a décidé de donner la possibilité aux associations de faire des tests de dépistage après une formation, comme l'a dit Catherine, et une habilitation, ils ne feront pas ça comme ça, qui sera délivrée par l'Agence régionale de santé. Alors ces tests, en quelques secondes, on les appelle les TROD. En quoi ça consiste ? Ce sont des tests rapides d'orientation diagnostique. Ce sont des tests qui sont très fiables. Dans le reportage que nous avons regardé tout à l'heure, le premier reportage, on a vu que jusqu'à présent, c'était une ponction veineuse au pli du cou, d'une prise de sang. Eh bien là, c'est juste une toute petite piqûre au bout du doigt. Mais le TROD existe à Mayotte, enfin, a été testé au moins ici, mais pas... On va commencer. En train de faire le lobbying. Voilà. Ok, je viens quelque part un peu présenter à Mayotte avec le docteur Catherine Go ce qu'elle fait à la Réunion depuis déjà quand même quelques bons mois, même quelques petites années. Non, quelques mois. Une année. Voilà, une année, comme nous sur Lyon. Et c'est quand même, vous vous rendez compte un peu de la praticabilité de la chose, de l'accessibilité de la chose. Un petit prélèvement, une petite goutte de sang au bout du doigt. 1 minute après, vous savez, de manière extrêmement fiable, dans des conditions qu'on pourra rediscuter tout à l'heure, si vous êtes infecté ou non par ce virus. Est-ce qu'on pourrait développer ce système qui a été testé en 2009, c'est bien ça, à Mayotte ? Non, il n'a pas encore été testé à Mayotte, il a été testé au niveau national. Mais simplement, bien sûr que oui, les autorités sont tout à fait favorables. Nous en avons discuté avec les acteurs mahorais. D'abord, il y a des indications formelles qui sont, par exemple, les femmes qui viennent accoucher, on ne connaît pas leur statut. On sait que si par malheur, on va dire, elles sont séropositives, elles ont un risque important de contaminer leur bébé lors de l'accouchement. Elles arrivent, elles sont en travail, on leur pique le bout du doigt, hop, on se rend compte que, bon, c'est un dépistage, je ne suis pas sûre à 100%, mais pratiquement à 100%. Il y a vraiment des exceptions rarissimes. Comme pour le taux de glycémie, par exemple. Voilà, exactement, rien du tout. Exactement. Hop,
on met tout de suite la perfusion qu'il faut, on va donner tout de suite le traitement au bébé à la naissance pour que cet enfant, on diminue massivement les risques qu'il soit contaminé. Si une infirmière se pique avec le sang d'un patient et que, elle a fait une bêtise, elle s'est piquée avec l'aiguille avec laquelle elle a piqué le patient, il faut qu'on sache le statut de ce patient. Imaginez qu'il soit séropositif, elle risque de se contaminer, donc il va falloir lui donner un traitement post-exposition. On va lui donner 1 mois de trithérapie à cette infirmière. Et donc, il y a des circonstances, il y en a d'autres, où il faut savoir tout de suite, si la personne est séropositive. Mais ce qui est très important, mais vraiment extrêmement important, c'est que partout, ces tests installés permettent de donner 100% de rendu aux patients. Parce que vous avez entendu qu'au CDAG à Mayotte, il y a 68% de retour, mais il y a le reste de la troupe qui ne vient pas chercher ces résultats, tellement ils ont peur, tellement ils sont angoissés. Puisque là, cette période-là, elle est effacée. Et à ce propos, je voudrais dire aux Mahorais, parce qu'il faut lutter contre les idées reçues, aux Mahorais et aux Mahoraises, que 50% des contaminations par le VIH surviennent au sein d'un couple stable et fidèle. Vous allez me dire, comment ça se fait, d'où ça sort? Il faut bien comprendre ça. Mais comment ça se fait alors? Alors justement, je vais vous expliquer. Donc, dans l'infection à VIH, il y a une longue période qu'on appelle de latence, la période du porteur sain, où on est porteur, mais il n'y a aucun symptôme. Vous êtes en pleine forme, et ça dure plusieurs années. Ça dure 7-8 ans en moyenne, parfois ça dure 20-30 ans, parfois ça dure 6 mois. Voilà. Et après, il y a une période où ça va plus trop bien, et après, la phase finale en histoire naturelle de la maladie, c'est le sida. C'est là où on est malade, c'est la maladie. Avant, on n'est pas malade. D'accord ? Donc, en fait, il y a une longue période pendant laquelle notre organisme, notre système de l'immunité, se défend quand même pas si mal contre le virus. Donc, une personne, pendant des années, ou pendant toute une vie... C'est pas en vous regardant que je sais si vous êtes séropositive. Alors, on peut dire, elle est jolie, elle a l'air en bonne santé, mais si ça se trouve, vous savez, il y a une campagne en France à un moment qui disait « le sida est beau ». Et il y avait un super beau garçon sur l'affiche, et le sida est belle. Il y a une super belle fille. Donc, ce n'est pas en regardant quelqu'un qu'on peut le savoir. Alors, comment, au sein d'un couple, on peut se contaminer alors qu'on est fidèle? Bien, en général, c'est bien rare qu'on n'ait pas connu 1 ou 2 ou 3 partenaires avant de trouver chaussure à son pied et un homme ou une femme avec lequel on est parfaitement heureux. Eh bien, à ce moment-là, sur les relations sexuelles antérieures, peut-être avec son premier petit copain, sa première petite copine, on s'est contaminé, on ramène le virus à la maison, on aime son mari, on aime sa femme et on lui passe le virus. Donc c'est pour soi le dépistage, et c'est pour sa femme, et c'est pour ses futurs enfants. Parce que, vous voyez, la contamination, mettons que ce soit un monsieur, il est à la maison, il contamine madame, madame va contaminer bébé. Si on ne sait rien. Vous qui êtes, je vais sortir la casquette un peu politique, comment ça pourrait se passer à Mayotte et se passe à La Réunion, le développement du réseau ville-hôpital dans la prise en charge et dans le suivi? Normalement, un réseau ville-hôpital, c'est quelque chose qui est fait pour favoriser le lien entre les professionnels de l'hôpital, qui sont en charge quand même, qui sont les spécialistes, et les médecins généralistes, qui sont intéressés par le VIH, et les infirmières et les professionnels de ville. Alors normalement, ces gens-là, ils ont une formation initiale quand même, ces médecins de réseau, c'est très particulier, c'est une spécialité, le VIH. Et ensuite, régulièrement, on leur fait des formations continues. On se réunit, et nous, qui sommes allés à des congrès internationaux, on les met au courant des dernières nouveautés. Et lorsque quelqu'un est grave, quand ça ne va pas, il faut qu'il reste à l'hôpital, et nous le suivons. Alors un petit peu, parfois ils sont hospitalisés, mais souvent en externe, on dit en consultation. Dès que la personne va bien, je vous l'ai dit, c'est une infection chronique. Donc quand ça roule, quand les gens ont le bon traitement, qu'ils ont les examens comme nous, ça nous plaît, on sait qu'ils vont vivre normalement, ils ont une espérance de vie normale, à condition qu'ils prennent bien tous les jours leur traitement, et bien quand ça roule, on les voit 2 fois par an, nos patients. Vous voyez que c'est pas trop grave. On lâche, nous, les médecins hospitaliers, et on les confie aux médecins de ville. C'est mieux pour eux, c'est plus proche de chez eux, ils sont mêlés à tous les autres patients, il n'y a aucune problématique particulière. Donc on les voit une fois, 3 mois après c'est le généraliste, 3 mois après c'est nous, 3 mois après c'est le généraliste, et on partage. Oui, la prise en charge est très importante pour les personnes vivant avec le VIH. Nombreux sont ceux à Mayotte qui pensent que le sida est une question qui ne les concerne pas. C'est une maladie pour les autres et pour ceux et celles qui ont péché ou bien qui ont une vie sexuelle qui ne rentre pas dans la norme. Le regard de la société mahoraise sur les personnes atteintes du VIH est encore pesant, ce qui ne facilite pas l'insertion des patients qui souffrent notamment de la solitude. Comment
comment les accompagner, comment prendre en charge ou les prendre en charge pour qu'ils retrouvent toute leur place dans la société. Voyons cela avec ce reportage de Hachim Saïd Hachim et Bianca Carito. Sophie Chouillou est psychologue à mi-temps au centre de dépistage anonyme et gratuit. Elle reçoit aussi d'autres patients envoyés par d'autres services. La psychologue accueille les personnes qui viennent se faire dépister, celles atteintes par le VIH, les hépatites, la tuberculose. Bref, quel que soit le mal du patient, la démarche de prise en charge est la même. La psychologue propose des entretiens individuels visant à apporter un soutien psychologique au niveau de leur maladie, une assistance importante pour les personnes qui prennent du temps à accepter leur maladie. Pour certaines personnes, c'est vrai, il leur faut plusieurs mois pour vraiment accepter leur infection et le changement que ça va provoquer dans leur vie. Du coup, ils ne viennent pas forcément me voir de suite. Ils sont parfois dans le déni de l'infection et quand ils se rendent compte que ça va changer beaucoup de choses dans leur vie, qu'il va falloir ajuster beaucoup de choses, là, ils peuvent se sentir plus fragiles et venir me consulter pour avoir un soutien. Un accompagnement psychologique, des entretiens personnalisés pour soutenir les patients qui découvrent leur maladie, des moments de grande solitude pour les personnes qui ont peur du rejet et qui s'enferment dans leur vie, particulièrement celles touchées par le VIH. C'est des personnes très isolées, donc c'est vrai que l'accompagnement psychologique leur permet de décharger beaucoup de choses, de parler de leurs difficultés sans être jugés, sans avoir le poids familial ou amical ou de la société qui leur pèse. C'est vrai que pour ces personnes-là, ils sont très très seuls dans leur vie, donc ça leur permet quand même d'avoir un lieu pour parler de tout ce qu'ils veulent sans être jugés. Face à la maladie, chaque patient a son histoire, son comportement, qu'il soit d'ici ou de la grande région. Je reçois, c'est vrai, beaucoup de personnes d'origine africaine ou comorienne, pas beaucoup de Mahorais et pas beaucoup de métropolitains. Je pense que si je reçois plus des personnes étrangères, c'est parce qu'elles ont vécu la migration qui les a fragilisées et voilà, ils cumulent plusieurs traumatismes dans leur vie en plus du VIH. Après, peut-être aussi que les Mahorais viennent un peu moins parce que peut-être ils ont peur du rejet, peur qu'on les voit à l'hôpital. Le sida est encore une maladie secrète dont on ne parle pas beaucoup en famille ou à ses amis. Les personnes infectées vivent cachées. Selon le psychologue, le groupe de parole est important. Il permet d'évacuer des choses avec des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes pour se sentir moins isolées. À Mayotte, les consultations de groupes de personnes touchées par le sida ont totalement disparu. Monsef Moudoir, votre association milite depuis longtemps dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Le poids de la société, le regard des autres, le poids familial aussi par rapport à l'annonce de sa séropositivité. Est-ce que vous avez vu les choses, elles évoluent ou Oui, les choses évoluent, fort heureusement. Les choses évoluent dans la mesure où de plus en plus les patients qui nous sollicitent, notamment sur le numéro vert Mayotte Info Sida, de plus en plus les gens aujourd'hui ne se contentent plus du téléphone. De plus en plus, les gens souhaitent une relation de vis-à-vis. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le lieu. C'est vrai que on l'a évoqué tout à l'heure, l'exposition du site de Jacaranda pose problème pour ces patients. Il fut un temps où nous avions, Narikem Sada avait un local, effectivement, on recevait plus facilement les patients parce que le local que nous avions était discret. Nous avions eu une expérience de groupe de parole avec le docteur Delphine Kerberenes qui a bien marché et puis cette expérience a dû s'interrompre parce que tout simplement on n'a plus de local.
Maintenant, nous sommes obligés de nous déplacer chez Il y a une les précarité aussi pour les associations, on va dire. C'est peut-être extrême, mais vous aviez plein de projets, notamment pour l'accompagnement à domicile aussi et tout cela a disparu. L'accompagnement à domicile, nous la faisons aujourd'hui tant bien que mal. Moi, c'est souvent que je dois me rendre chez des patients, par exemple, pour faire de la médiation, pour les aider à annoncer une séropositivité à un proche. Il y a une logistique à faire, mais on s'arrange tant bien que mal. Il m'arrive aussi souvent que quelqu'un vienne nous chercher. Il n'y a pas que moi. Essentiellement, sur cette action-là, on est deux au niveau de l'association. Mais j'aimerais revenir sur la problématique de la prise en charge psychologique, entre autres, qui est très importante et très primordiale. Je me rappelle qu'il y a 3-4 ans de cela, moi personnellement, je criais à qui voulait l'entendre, il n'y avait pas de psychologue dédié à la problématique du VIH-Sida, à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Le CHM nous a entendus et je les en remercie. Il y a eu un psychologue qui a dû partir et puis là il y a Sophie Chouillou, mais qui se retrouve dans une autre problématique. C'est qu'elle n'a qu'un poste à mi-temps. À mi-temps, oui. Ce qui pose problème parce qu'elle est à disposition du dispensaire de Jacaranda. Donc pas uniquement pour les patients vivant avec le VIH. Cela correspond bien entendu à un contexte économique qui est difficile pour tout le monde. Mais il faut que nous prenions conscience sur le fait qu'à mi-temps, il n'est pas possible de mettre en place un réel suivi. Or, il y a besoin d'un réel suivi pour les patients mahorais avec le contexte que nous évoquons depuis tout à l'heure. Oui, vous en PMI, est-ce que vous ressentez cette détresse, cette souffrance, cette solitude des mamans qui viennent ou des femmes enceintes qui viennent vous voir? Comment vous les orientez? Alors c'est vrai que les prises en charge psychosociales sont parfois difficiles. Je crois qu'après, c'est aussi le rôle de chaque soignant, de chaque personne qui accueille, d'être à l'écoute de nos patientes et de les orienter soit au CDAG ou vers des associations pour pouvoir améliorer et être plus précis dans notre prise en charge et dans notre soutien. Docteur Catherine Go, vous êtes aussi par ailleurs présidente de l'association RIVE, l'une des grosses associations de lutte contre le sida à La Réunion. Comment ça se passe chez vous dans votre association? Il y a des groupes de travail, des groupes de parole? Il y a énormément de choses. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on sait très bien que la prise en charge du VIH, ça n'est pas qu'une prise en charge médicale. On ne va pas soigner un corps, on va soigner une personne avec son histoire, son vécu, ce qu'elle est, ses valeurs, etc. Et bien sûr qu'il faut proposer tout un panel de possibilités. Il faut qu'il y ait des médecins qui soient attentifs, des infirmiers qui soient formés, qui sachent faire de l'éducation thérapeutique, qui apprennent aux patients quel est le sens de ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous prenez ces médicaments? Il faut qu'il y ait des psychologues, bien sûr, nous en avons. Il faut qu'il y ait une diététicienne. Il faut qu'il y ait un lien fort avec les associations. RIVE, vous en parlez, est une association qui est présente au sein de l'hôpital tous les jours, dans une petite pièce, avec une convention avec l'hôpital. Et là, il y a des séropositifs qui sont là tous les jours, qui sont même salariés de l'association et qui accueillent les autres séropositifs. Il y a des groupes de parole spécifiques, notamment un groupe pour les femmes. Et puis arrive, on fait aussi très attention à tout le côté social et tout le côté éducatif. Le VIH, ça se passe bien quand on est suffisamment bien dans sa famille, qu'on a un boulot, qu'on est heureux, que les enfants vont bien, que voilà. Quand ça se passe bien, on prend bien ses médicaments. Là où ça se passe mal, les patients qui nous posent problème, c'est quand ils ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, qui sont déprimés, qui ont une maladie psychiatrique, qui n'ont pas d'argent. Ils sont dans la précarité. Misère et sida, ça va très très bien ensemble. VIH, c'est un peu, voilà, c'est la population un peu plus générale. Mais cette population-là, très précarisée, nous avons des appartements à RIVE. Nous avons 15 appartements de coordination thérapeutique où travaillent des professionnels, je vous dis psychologues, médecins, infirmières, pour être au plus près de ces patients-là, pour les faire évoluer, pour aller vers un logement autonome, une vie autonome. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand le VIH arrive chez ces patients,
VIH, c'est un petit problème par rapport à tout le reste. Sauf que quand vous avez ça, vous ne vous traitez pas. Parce que ce n'est pas votre souci. Votre souci, c'est de trouver à manger là. Si vous êtes usager de drogue, c'est de trouver votre dose pour la journée. Si vos enfants, ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'école, si vous êtes étranger, en situation irrégulière, vous avez peur de vous faire attraper, c'est le problème administratif. Vous avez tellement d'angoisse que vous ne pouvez pas vous faire traiter. Alors ici, le problème est grandissant par rapport au fait que plus de 20% des personnes, il y a plus de 20% de la population n'a pas accès à l'eau potable, n'a pas de logement décent, on va dire. Est-ce que ce n'est pas un risque, quelque part, de les maintenir dans cette précarité qui les enfonce encore plus tous les jours, un peu plus tous les jours, et qui, certains, il y a 3-4 ans, disaient que pour manger, pour s'en sortir, tout simplement, on va chercher tous les moyens possibles et imaginables. C'est certain. Je crois qu'on ne les maintient pas dans cette précarité. Ils y sont et je pense que chacun doit faire à peu près ce qu'il faut pour essayer de les en sortir. Mais le travail est énorme. Et puis, il y a cette problématique ici des migrants, qu'ils viennent des Comores ou qu'ils viennent d'Afrique. On sait qu'il y a une grande partie des personnes infectées par le VIH ici à Mayotte qui sont dans cette catégorie. On l'a entendu, oui, tout à l'heure. Voilà. Donc, comment faire pour leur trouver leur traitement? On sait que l'ARS est très active et on a entendu lors de la conférence là, au mois de septembre que à chaque fois qu'il y avait un PV-VIH, une personne vivant avec le VIH étrangère, eh bien l'ARS se débrouillait pour qu'il y ait une prise en charge et les traitements étaient donnés gratuitement. Mais il n'y a pas que ça, il y a manger, il y a pouvoir acheter un timbre pour faire des démarches administratives, obtenir des papiers. Quand vous avez 0 €, vous ne pouvez pas acheter le timbre fiscal et plein d'autres choses. C'est pourquoi il faut un entourage global. Il faut leur dire, écoutez, nous tous là, tous ensemble, on travaille tous ensemble, l'hôpital, la ville, les associations, les différents types de professionnels de santé, de professionnels psychosociaux, comme on dit, et moi j'aime pas ce terme-là, de psychologues et de personnel qui s'occupent de la vie sociale, qui sont autour de vous. On va vous aider et c'est de leur donner un but, vous allez vous en sortir. Et quand on veut très fort, on y arrive. Oui, professeur Tardy, qu'est-ce que l'accompagnement en matière de virologie? L'accompagnement... Ça tombe bien que vous me posiez cette question à ce moment-là, parce que tout ce qui vient d'être dit, je suis un acteur parmi tant d'autres. Et l'accompagnement, moi je m'occupe du virus. Et Catherine s'occupe de l'homme et de la femme. Mais il faut bien évidemment qu'entre nous, ça communique très très bien. L'accompagnement au point de vue virus, ça veut dire savoir si le virus est là ou pas, c'est le dépistage. Et puis si on sait qu'il est là, vous avez compris qu'il vaut mieux le savoir tôt, s'il est là, c'est de savoir un peu comment il se comporte, ce virus. Est-ce que les traitements qu'on donne sont parfaitement efficaces? Et ils le sont maintenant dans 85 à 90% des cas. C'est quand même extrêmement important. Et à ce moment-là, je dis à Catherine, le virus, là, tu l'as bien eu. Et on va surveiller tous les deux, et on va surveiller tous les deux qu'il continue comme ça à plus embêter cette personne. Parce qu'on est plus fort quand même que le virus, il faut bien qu'ils se disent ça, le virus. Il faut se dire plus fort que le virus. Merci pour ce mot de la fin. Cette émission touche à sa fin. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir participé au débat. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous sur cette émission consacrée au sida, une des problématiques et des enjeux mondiaux en matière de santé publique. Je vous retrouve très bientôt dans Moindro et sur Mayotte Première. Sambitsaratsik.